de Cheikh Ahmadou Bamba, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, aussi de la sacralité des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais c'est au Sénégal qu'un individu que je ne vais pas nommer ose dire que Cheikh Ahmadou Bamba était un collaborateur du colonisateur français. C'est au Sénégal qu'on ose dire que Cheikh Ahmadou Bamba entamait le jeûne du mois de Ramadan et le terminait sur ordre de l'administration coloniale. Alors que dans ses écrits, Cheikh Ahmadou Bamba a dit qu'il s'est toujours soumis à la volonté d'Allah. C'est au Sénégal qu'on vous dit que les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est-à-dire les Khassaïd, sont entachés peut-être d'erreurs et qu'il fallait les améliorer. Alors que lui-même dit « Karamati khattu yadi » mes écrits sont des miracles. Les miracles dépassent la perfection. Comment peut-on tenter de corriger quelque chose qui dépasse la perfection? La question se pose avec acuité. C'est au Sénégal également qu'un individu s'attaque à la sacralité de la ville sainte de Touba en disant que les Magal et les Gamou sont l'occasion de blanchiment d'argent, et ces propos sont sans aucun scrupule diffusés à travers les réseaux sociaux, en l'occurrence YouTube, et personne ne dit rien. Et cet individu-là nous dit également qu'au Sénégal, Serigne Touba a apporté des enseignements qui sont contre nos valeurs, c'est-à-dire qui vont vers la dépravation, qui ose le dire sans qu'il y ait une intervention. Alors, mon intervention d'aujourd'hui s'insurge et s'inscrit sur un tempo de la révolte, puisqu'il y a lieu de s'insurger. Alors, c'est dans ce pays qu'on ose dire qu'il y a des signes maçonniques à la mosquée de Touba, et personne ne dit rien, et à ce jour, on attend. C'est au Sénégal qu'on ose dire qu'il y a des guides spirituels qui prennent des commissions de 10% ou de 20% pour blanchir de l'argent. Eh bien, c'est au Sénégal qu'un individu ose dire tout simplement que Touba est la plaque tournante de la drogue. Et on ne dit rien. Quels sont les instruments juridiques de l'existence? J'en viens, parce que c'est mon exposé, c'est le cœur de l'exposé. Oui, mais le temps presse, monsieur. Je vais en finir. Alors, nous avons des instruments juridiques pour essayer d'abréger. Nous avons des dispositions dans notre code pénal, parce qu'on ne peut pas poursuivre des actes sans qu'il y ait un soubassement, et les juristes qui sont ici présents et les juges qui me suivent ne me démentiront pas. Nullum crimen nulla poena sine lege. Les infractions existent. C'est la diffamation par le moyen de diffusion publique, article 258 du code pénal sénégalais. C'est aussi la diffamation par le moyen de diffusion publique dirigée vers une communauté religieuse, en l'occurrence la communauté mouride, article 261 du code pénal. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir qu'il y a lieu de s'insurger, mais il faut surtout la volonté des autorités étatiques. Et c'est le cas, c'est là que je rejoins et j'appuie, et je saisis l'occasion pour m'adresser aux représentants aujourd'hui de l'administration, qui est le représentant du ministère de la Culture, pour porter ce combat-là, pour qu'au Sénégal, au lendemain de l'élection de notre actuel président de la République, qui est une institution que tout le monde doit respecter, il a prononcé un discours de conciliation. Pour lui dire ceci, que les mourides n'ont rien dit puisqu'ils sont non-violents, mais que les mourides attendent toujours la réponse pénale qui s'approprie. Quelle réponse pénale, puisque des plaintes ont été déposées en 2021 au tribunal de Mbacké? Il n'était pas encore là, Monsieur le Président. C'est dire tout simplement que cette affaire n'est pas politisée. En 2021, Khoudamoul Khadoum a déposé une plainte. Aucune suite n'a été donnée. En 2022, moi-même ai rédigé une plainte portée par 35 descendants de Serigne Touba. Aujourd'hui, il n'y a aucune suite au niveau de la DIC. En 2024 également, à la suite de ces propos prononcés qui ont irrité la communauté mouride, une plainte a été déposée. À ce jour, il n'y a aucune plainte pénale. Et cet individu qui a prononcé ces propos, qui ont profondément blessé les mourides, qui les ont atteints dans leur tréfonds, aujourd'hui travaille au palais de la République, notre palais à nous. Alors, monsieur le représentant de l'administration, je vous prie de préserver le socle, de préserver la cohésion nationale.
de défendre bec et ongle ce que vous avez dit tout à l'heure en filigrane, en disant qu'il faut semer les graines de l'amour. Nous attendons. Les graines de l'amour, c'est quoi? Puisque le procureur de la République, qui est le juge de l'opportunité des poursuites, ne peut agir, n'a pas le choix en tout cas, lorsqu'il reçoit des instructions écrites du ministre de la Justice. Ministre de la Justice qui est soumis à l'autorité du Premier ministre qui est nommé et soumis à l'autorité du président de la République. C'est dire tout simplement que nous, mourides, qui sommes blessés par ces propos, qui touchent au patrimoine immatériel du mouridisme, qui touchent à la sacralité de Serigne Touba, à la sacralité de la ville sainte de Touba, attendons toujours une réponse pénale pour être apaisés. Voilà ces quelques propos que j'avais à prononcer. On va donner la parole à M. Falilou Diop, que nous connaissons très bien, éminent juriste de l'Université de Lyon, va saisir la balle au rebond. Mais je tiens à préciser que nous attendons de vous aussi que vous nous parliez un peu du musée et de l'outillage juridique qui permet justement de le préserver. Monsieur Falilou Diop, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi tout d'abord de remercier Seigne Chérif qui a bien voulu m'associer à cette manifestation, de remercier aussi tous les organisateurs, mais aussi d'encourager l'initiative qui est celle-ci. Permettez-moi ensuite de dire ma joie de partager quelques mots, la modeste connaissance que j'ai sur les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, puisque comme l'a dit Seigne Moutamblambou tout à l'heure, je ne suis pas praticien, je ne suis pas avocat, donc ma parole sera moins offensive, si je puis dire. Je suis chercheur, je suis universitaire, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon et spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, donc c'est en ce sens exclusivement que je vais axer mon propos. Depuis tout à l'heure, tous les exposants qui sont passés ont largement dégrossi tout ce que j'avais prévu de dire, donc je peux aller directement vers l'essentiel et dire que juridiquement, le sujet qui m'a été assigné, c'est celui de la protection juridique, de l'encadrement juridique et des instruments de protection, n'est-ce pas, des instruments juridiques, bien évidemment, de protection du patrimoine immatériel de Serigne Touba. Le patrimoine immatériel en tant que tel, si on le prend globalement en droit, ça ne recouvre pas grand-chose, puisqu'il y a tellement de choses là-dedans. Depuis le début, on a vu qu'on pouvait y mettre la mosquée, on pouvait y mettre Kergouma, Café Touba et tout ce qui va avec. On y met également les Hassidas et tout cela. Mais d'habitude, ce qu'on considère comme étant un patrimoine culturel en droit, c'est des biens culturels qui n'appartiennent pas ou dont on n'arrive pas à retracer, n'est-ce pas, la chaîne de propriété. Mais pour ce qui est du patrimoine immatériel de Serigne Touba, le régime est différent. Le régime est différent dans la mesure où, ici, on arrive spécifiquement à distinguer un propriétaire, on arrive à distinguer un auteur, etc., etc. Et je vais insister sur un point, donc sur celui de la distinction entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, puisque la matière, le matériel, est distingué en droit par sa corporalité, donc par son caractère physique, par son caractère palpable. La mosquée de Touba fait partie du patrimoine immatériel. Quand on prend un manuscrit du patrimoine matériel, quand on prend un manuscrit de Serigne Touba, un Khasaïd, l'original de Dialibatoul Marahib, par exemple, ça fait partie du patrimoine matériel. Mais qu'est-ce que le patrimoine immatériel maintenant? C'est ce qui va spécifiquement m'intéresser. Il faut se dire que le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel se superposent dans une certaine mesure, mais se distinguent nettement. Se superposent puisque si je prends l'exemple de la mosquée que j'ai évoqué tout à l'heure, la mosquée en elle-même, c'est un élément matériel. Mais l'œuvre architecturale que constitue la mosquée relève du patrimoine immatériel. Et cet élément immatériel peut être repliqué, peut être dupliqué à l'infini. Si je prends l'exemple d'un Khasaïd tel que Dialibatoul Marahib ou Matlaboul Fawzain ou tout autre Khasaïd, l'original du Khasaïd ainsi que les copies dont nous disposons, chacun de nous peut avoir
une copie de ce Khasaïd. Et cette copie, le livre qu'on détient, relève du matériel, de la matière. Et donc, chacun peut la voir, chacun peut avoir cette matière, mais cette matière qui relève du patrimoine matériel se distingue de l'immatériel qui est le Khasaïd en lui-même. Et donc, pour simplifier tout cela, je pourrais dire que le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, c'est comme le corps et l'âme en réalité. L'âme qui fait vivre le corps, ça relève de l'immatériel, mais le corps en lui-même, c'est du matériel. Et quels sont les moyens juridiques de protection de ce patrimoine immatériel spécifiquement, hein, donc je ne parle pas du patrimoine matériel plus généralement, puisque dans le patrimoine matériel, on trouvera des éléments immobiliers, la mosquée par exemple, qui relève d'un régime juridique spécifique, on retrouvera des éléments mobiliers, une paire de chaussures, un boubou, des manuscrits, tout cela relève du matériel. Mais maintenant, pour ce qui est du patrimoine immatériel, on verra que des instruments juridiques spécifiques sont en place pour les protéger. Et ces instruments juridiques sont très diffus au niveau international, puisque sur le plan universel, on a la Convention de Berne de 1886, qui coïncide à peu près avec le départ en exil de Seigne Touba d'ailleurs, la Convention de Berne de 1886, qui est destinée à la protection des œuvres littéraires et artistiques. Et cette Convention de Berne a eu plusieurs répliques au niveau régional, notamment avec l'annexe 7 de l'accord de Bangui au niveau de l'OAPI, qui regroupe 17 pays d'Afrique francophone. Mais au Sénégal aussi, on a la loi 2008-08 qui s'intéresse spécifiquement à la protection du droit d'auteur. Maintenant, si on prend l'ensemble de ces éléments, et je vais insister tout particulièrement sur les Khasaïd, puisque on sait que Serigne Touba lui-même a voulu leur accorder une importance telle qu'il est nécessaire d'y insister, mais aussi la charge spirituelle que portent ces Khasaïd, la valeur scientifique, le nombre, et le fait que Serigne Touba lui-même ait considéré ces Khasaïd comme étant, n'est-ce pas, si on devait lui attribuer un miracle, il considère ces Khasaïd comme étant justement son miracle. Donc je vais insister particulièrement sur ces Khasaïd, c'est dans ce sens que le reste de mon propos ira. Pour ce qui est des Khasaïd, c'est des œuvres littéraires et artistiques. Et les œuvres littéraires et artistiques sont protégées par le régime du droit d'auteur. Donc, Serigne Touba lui-même a un droit d'auteur sur ces Khasaïd. Il y a l'article 1er de la loi 2008-08 qui dispose justement que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Et donc, Serigne Touba dispose de ce droit sur chaque Khasaïd qu'il écrit. Mais que protège le droit d'auteur? Le droit d'auteur protège les aspects originaux de chaque œuvre. Et ces aspects originaux, on peut les retrouver dans l'œuvre tout entière, mais aussi dans les parties d'une œuvre. Si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, pour ce qui est d'un Khasaïd, on verra que là, le titre même de l'œuvre est une expression originale. Et cette expression originale fait l'objet d'une protection spécifique par le droit d'auteur. Mais aussi, chaque vers dans cette œuvre fait l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Donc, chaque vers pris isolément. L'œuvre en elle-même est considérée globalement et protégée aussi globalement par le droit d'auteur. Et même les œuvres inachevées, s'il y en a, je ne sais pas, sont protégées par le droit d'auteur. Je vais dire, et ce sera là que je vais conclure mon propos, ce que recouvrent justement les prérogatives que confère ce droit d'auteur. Donc, quels sont les droits de Serigne Touba sur ces Khasaïd? Il y a, d'une part, des attributs patrimoniaux et d'autre part des attributs moraux dans ce qu'on appelle le droit d'auteur. Les attributs patrimoniaux permettent de protéger le droit de reproduction, donc de dupliquer, de recopier, tout cela. On ne pouvait le faire, je dis bien pouvait, j'y reviendrai, on ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation de Serigne Touba. Il protège aussi le droit de représentation, donc le fait même de déclamer les Khasaïd ou de les afficher quelque part ou de les utiliser, partout que ce soit, eh bien c'est protégé par le droit d'auteur. Ça, c'est les attributs patrimoniaux. Mais ces attributs patrimoniaux sont protégés toute la vie durant de l'auteur et jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. Or, Serigne Touba a quitté ce bas monde il y a bientôt 100 ans et donc ces attributs patrimoniaux sont tombés dans le domaine public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun peut
écrire un khasaïd sans pour autant en demander l'autorisation. Je reviendrai sur les précisions. Chacun peut les chanter en chourel sans en demander l'autorisation. Mais ça, c'est les attributs patrimoniaux qui s'éteignent 70 ans après la mort de l'auteur. D'autre part, il y a les attributs moraux maintenant. Les attributs moraux ont des caractéristiques, 4 caractéristiques essentielles. Ce sont des attributs perpétuels, imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort. Perpétuels, ils ne s'éteignent pas avec le temps. Imprescriptibles, même s'ils ne sont pas exercés pendant une longue durée, cela n'implique pas leur extinction. Inaliénables, on ne peut pas les arracher à son auteur, et transmissibles à cause de mort. Au décès de l'auteur, l'auteur le transmet à ses héritiers. Et de ce point de vue, on a, je dirais que le mouridisme est structuré d'une manière assez précise pour qu'on puisse distinguer spécifiquement l'héritier qui représente Serigne Touba. Et donc, celui qui dispose des droits patrimoniaux, des droits moraux, sur les œuvres, sur les khasaïd de Serigne Touba, c'est Serigne Mountakha à l'heure actuelle. Et ces droits moraux comporte un certain nombre de prérogatives. Le premier droit moral, c'est le droit de paternité. Le droit de paternité, donc, même si on écrit un seul vers, même si on affiche un seul vers ou le titre d'un khasaïd de Serigne Touba, il est nécessaire d'indiquer que ça vient de Serigne Touba. L'auteur, c'est Serigne Touba. Et ce droit tant qu'il y a quelqu'un pour le défendre, ce droit ne s'éteint pas. Après le droit de paternité, il y a ce qu'on appelle le droit au respect de l'œuvre. Et les œuvres de Serigne Touba bénéficient aujourd'hui encore de ce droit au respect au Sénégal, en Afrique et au niveau international plus généralement. Le droit au respect comporte 2 volets. Il y a le droit au respect de l'intégrité et le droit au respect de l'esprit de l'œuvre. Je vais préciser ces 2 volets et rendre la parole immédiatement après. Le droit au respect de l'intégrité, cela veut dire qu'on ne peut pas amputer d'un khasaïd de Serigne Touba ou d'une œuvre généralement de Serigne Touba d'un élément qu'il y a mis lui-même. On ne peut pas y ajouter également un élément qu'il n'y a pas mis. Donc on ne peut pas les corriger. On n'a pas le droit de les corriger puisque c'est lui qui les a voulu ainsi. Et il a un droit d'auteur là-dessus. Personne n'a le droit de modifier ces éléments des khasaïd de Serigne Touba. Donc ça, c'est le droit au respect de l'intégrité. Il faut respecter l'intégrité de l'œuvre telle qu'il est. Parfois, on entend les chanteurs des khasaïd ajouter ou répéter plusieurs fois un mot ou un refrain dans le khasaïd de Serigne Touba. Si Serigne Touba ne les a pas répétés, il faut savoir que le fait même de le répéter sans autorisation de celui qui est détenteur de ce droit est passible d'une poursuite civile, mais aussi d'une poursuite pénale au titre du droit moral. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on n'a pas la possibilité d'y ajouter quelque chose qui n'y a pas été intégré. Et donc, si Serigne Touba a écrit un khasaïd sans y mettre de tarjuman, sans y mettre d'introduction ou de conclusion, on n'a pas le droit de lui concocter, de lui créer une introduction ou une conclusion. On doit représenter ou rééditer son khasaïd tel qu'il est. Cela implique quoi? Cela implique que quand quelqu'un écrit un khasaïd et qu'il se trompe, par exemple, en sautant un vers, il porte atteinte à ce droit au respect de l'intégrité et les poursuites civiles et pénales notamment peuvent conduire à lui demander de retirer justement son œuvre de la circulation publique. Et donc, pour tous les khasaïd qui comportent des erreurs, il y a des moyens juridiques de les effacer justement de la circulation publique. Ça, c'est le droit au respect de l'intégrité. J'en viens maintenant, et c'est le tout dernier point, je promets. J'en viens au droit au respect de l'esprit de l'œuvre maintenant, puisque Serigne Touba, chacun sait que c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui s'est entièrement investi justement dans les affaires de Dieu, s'il faut ainsi le dire, pour simplifier. Donc, et donc, je ne m'intéresse qu'à la recherche du savoir, qu'à la connaissance et aux affaires de Dieu, à la religion. Donc, voilà. Et donc, le droit au respect de l'esprit de l'œuvre de Serigne Touba impose que ces œuvres ne puissent être utilisées que dans un cadre qui respecte l'esprit dans lequel il les avait prévus.
Et donc, je vois très souvent circuler des éléments non à l'utilisation des rasaïd à des fins musicales, non à l'utilisation, non à la profanation des rasaïd, non à ceux qui jouent avec les rasaïd. Il faut savoir que là aussi, il y a des moyens juridiques pour enlever tout cela de la circulation. Si un chanteur lambda se lève un jour pour intégrer un vers de Serigne Touba, donc il y a beaucoup de chansons dans lesquelles on voit des vers de Serigne Touba, la Kalfadlo Ya Mourtar, mais il y a beaucoup de chansons profanes dans lesquelles on voit intégrer des vers de Serigne Touba. Il faut savoir que aussi ces chansons sont de nature à porter atteinte aux droits, au respect de l'esprit de l'œuvre de Serigne Touba, qui est une prérogative morale du droit d'auteur, qui est perpétuelle, imprescriptible, inaliénable et qui est à l'heure actuelle transmis à Serigne Mountakha. Donc les moyens pour les défendre sont là. Je vais en conclure là mes propos en renouvelant mes remerciements à toute l'assistance. Merci beaucoup, professeur Fadilou Diop. Merci, maître Moustapha Fall. Souleymane Codou Fall. Je n'ai pas eu l'honneur de vous connaître. J'ai juste lu une fois que vous avez été délégué par Serigne Mountakha avec notre doyen, comment il s'appelle encore? Maître Madické Niang. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ce qui est apparu à travers vos deux interventions, c'est la nécessité d'avoir des spécialistes auprès des dirigeants, auprès de nos khalifes. Et Serigne Chérif a bien raison de s'entourer d'intellectuels et de spécialistes, justement, pour aller au bout de son projet. Merci beaucoup. Je me réjouis de ce que vous avez dit de Serigne Mountakha. En préparant ce travail, j'ai vu que la plupart des musées, depuis la création du premier musée, sont associés aux universités. Et quand j'ai appris que Serigne Mountakha a dit à Serigne Chérif, mettez le local dans l'université, je me suis dit, quelle clairvoyance, clairvoyance de notre guide. Donc, merci beaucoup aux deux. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Il nous reste 30 minutes. Nous devons libérer, je pense, la salle à 19h. Et nous attendons tous avec impatience le bilan d'étape de Serigne Chérif Mbacké. Combien? À l'origine, vous dites? Nous pouvons aller jusqu'à 19h30. Donc, il nous reste encore 1 heure, ce qui permettra à Serigne Mbaye Pekh de revenir sur la quête. Il avait tout à l'heure une idée à faire passer. Serigne Mbaye Gueye aussi voudrait dire 2 mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Régie? On donne tout de suite à Serigne Chérif? Est-ce qu'on donne tout de suite à Serigne Chérif ou est-ce que le doyen, le recteur Ibrahima Thioub est disponible? On va donner à Serigne Mbaye Pekh, donc, qui va introduire Serigne Chérif Mbacké. Voilà, je vous donne les excuses de Ibrahima Thioub, ancien recteur de l'Université de Dakar, président du comité scientifique auquel j'appartiens et que Serigne Chérif a mis en place pour accompagner le projet. Ibrahima Thioub aurait bien aimé intervenir. Malheureusement, il est en déplacement et les contraintes de connexion ne lui permettent pas de le faire. Donc, je vais patienter 30 secondes pour voir qu'est-ce qui va être décidé. Ibrahima Pouy, on donne la parole déjà à Serigne Mbaye. Ibrahima? Ibrahima? On donne tout de suite à... Monsieur l'ambassadeur va prendre la parole. Excellence semble connaître notre doyen, M. Ibrahima Thioub, et a bien voulu accepter de lui céder la place. Je rappelle que M. Ibrahima Thioub est un disciple mouride qui a dirigé l'Université de Dakar et qui est le président du comité scientifique. Ibrahima, est-ce que tu m'entends? Ibrahima, est-ce que tu... Oui.
Très bien. alors kon jërëjëf Ibrahima kon ñu bàyyi la nga très bien. ñu bàyyi la nga daal di doxal waaw ñu bàyyi la nga doxal bismillah. Wow, je vois qu'on est très contraint par le temps, apparemment. Donc, je ne vais pas être très long. Je voudrais d'abord commencer par saluer les honorables invités et participants à cette journée du 11 novembre à Paris et remercier Seigneur Chérif pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant la présidente du comité scientifique du musée de Khadimou Rassoul à Touba. Il m'avait été demandé d'intervenir sur le problème de la conservation et de la protection du patrimoine mouride. Je voudrais tout d'abord indiquer qu'il est important de délimiter d'abord ce patrimoine qui, comme on peut le soupçonner, est très vaste. Mais le patrimoine, c'est ce que les générations vivantes décident de conserver, de collecter, de transmettre, qu'ils considèrent comme utile à transmettre aux générations futures. Donc, on procède par sélection, préservation, mise en sécurité et transmission de ce legs, de cet héritage qui, comme on l'a souligné tout au long de la journée, a deux dimensions, une dimension matérielle et une dimension immatérielle. Je voudrais ici également insister sur la diversité de ce patrimoine, qui se voit déjà dans les deux premières distinctions du matériel et de l'immatériel. Donc, il y a d'une part ce que les mourides et le mouridisme a produit sur eux-mêmes, donc sur les mourides et le mouridisme, mais également il y a ce qui a été produit sur les mourides et ce qui a été produit par les mourides sur le mouridisme. Il y a également une distinction qui peut s'opérer au niveau de la quantité ou de la qualité. Et la quantité appelle une classification, puisse classifier l'ensemble du patrimoine pour pouvoir en avoir une maîtrise. La qualité va nous amener sur le mode de conservation, puisque bien sûr tout le monde le sait, la façon de conserver la mosquée de Touba ne sera pas la même que la façon de conserver l'œuvre poétique de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça rejoint encore la différence en tant qu'objet matériel ou immatériel. Et il est ici important de souligner que on aura d'une part la vie du cheikh elle-même, mais également l'ensemble des acteurs, l'ensemble des personnalités, l'ensemble des talibés qui composent la confrérie et l'ensemble des faits culturels et culturels qui affectent la confrérie, qui est à conserver et à préserver et qui distingue la confrérie de toute autre chose qui n'est pas la confrérie. Je donnerai juste un exemple de patrimoine très important qui existe dans la Mouridia, mais qui peut ne pas être immédiatement perceptible et que la recherche devra mettre en évidence, que la recherche seule met en évidence. Quand je prends par exemple la question de l'anthroponymie, c'est-à-dire le nom des personnes, quand vous regardez aussi bien les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba comme ceux de ces cheikhs qui s'est étendu à l'ensemble de la confrérie, les prénoms des personnes sont souvent des noms qui ont une connotation arabe. Mais quand on vous dit Cheikh Abdoulahat, tout le monde sait que c'est un mot arabe, mais tout de suite on sait aussi que ça renvoie au mouride. Bien qu'étant un mot arabe,
vous ne trouverez que difficilement une personne dans le monde arabe qui s'appelle Abdullah. Donc ça fait partie du patrimoine mouride. Vous retrouverez la même chose au niveau de la toponymie. Il y a à la fois rupture, mais également expression d'une spécificité d'appropriation de la langue arabe qui est très spécifique au mouride. Quand vous voyez dans ce que j'appelle le Ahlul Mbaki, vous avez tous les lieux, toutes les agglomérations qui ont été créées avant le Cheikh, vous avez très souvent le nom Mbaké là-dedans. Mais toutes les agglomérations qui ont été créées par le Cheikh renvoient à des noms arabes, mais quand vous allez dans le monde arabe, vous ne les trouvez pas. Que ce soit Darou Khoudos ou Darou Moukti. Quand vous dites Darou Moukti, tout le monde sait que ça ne peut être qu'au Sénégal et en pays mouride. Pourtant, c'est des termes arabes. Donc, cette différenciation, cette analyse du patrimoine, sa maîtrise scientifique fait partie des modes de conservation et de protection de la confrérie. On peut également prendre des éléments qui comportent une partie de matérialité et qui posent des problèmes de conservation. Prenons la photographie. Quand on regarde dans la genèse de la confrérie, il y a très peu d'images photographiques de la confrérie. Au point que quand on en a découvert récemment, ça a une importance capitale du point de vue du patrimoine à acquérir, à collecter et à préserver et à conserver. Pourtant, dans notre situation actuelle, parce que le patrimoine a une dynamique, le patrimoine est quelque chose de vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas figé. Il continue à se produire. Le patrimoine mouride s'enrichit presque chaque jour de quelque chose de nouveau. Comme l'a dit tout à l'heure docteur Cheikh Gueye, Touba en lui-même est un musée. On pourrait aussi dire que tout mouride que vous voyez est un musée. Vous verrez que Seigneur Ablaye Mbaye Père, c'est un musée. Donc aujourd'hui, on a énormément de photographies. Comment sélectionner? Comment préserver ce qui mérite d'être conservé? Quels sont les critères qui vont être employés? Et quand on aboutira à cela, on aura une énorme quantité d'objets, d'artefacts. Et ces artefacts, il faudra les préserver au point que le cerveau humain puisse les analyser et les utiliser. Donc, dans l'avenir, il faudra penser, dans le cadre de la conservation et de la protection, même à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir connecter, mettre en relation et pouvoir lire cette quantité énorme d'images. Du fait de la quantité, il ne sera pas possible à un cerveau humain de pouvoir faire toutes les connexions, de tout classer. Donc, il y a nécessité déjà de se projeter sur un avenir prochain dans la conservation, la protection et la gestion du patrimoine. Je l'ai souligné tout à l'heure, à la genèse de la confrérie, à la fin du 19e siècle, il s'est posé énormément de difficultés de conservation. Même de production. La production ne posait pas problème, mais la conservation a posé problème. Qu'est-ce qui présentait un intérêt particulier pour la confrérie et que la confrérie estimait digne d'être conservée? Je pense que dans la jeunesse, ce qui a été plus privilégié a été ce qui préservait l'existence même de la confrérie compte tenu de l'adversité et des conditions précaires dans lesquelles est née la confrérie. Professeur Ibrahima, oui. On vient de me signaler que l'architecte du projet, M. Mbaou, est finalement disponible et aimerait intervenir. Okay. Donc, on va être obligé de vous demander de conclure, puisqu'il y a son Excellence aussi qui est déjà prêt. Oui. Allez-y, concluez en une minute. Donc, je disais que ce qui était important pour la confrérie en ce moment-là,
c'est de garder ce qui était fondamental autour des khassaïd, des modèles d'éducation mis en œuvre, et je pense que cela a eu une importance capitale. L'aspect matériel du patrimoine a été peut-être moins préservé que son aspect immatériel. Maintenant, il y a aussi le patrimoine issu de la connaissance du mouridisme. Et cela se conserve par la transmission, se conserve par l'étude, et c'est ça qui fait l'intérêt de connecter le musée avec l'université de Touba, qui permettra de faire un aller-retour entre le musée, les différentes disciplines des savoirs qui s'enseignent à l'université, et cela participera à l'institutionnalisation du musée, sa construction, les savoirs qui s'y trouvent incorporés, mais également les différentes innovations liées à la culture et qu'il importe également de préserver. Le patrimoine s'enrichit, nous sommes face à des défis contemporains, et ces défis, il faudra les relever. L'immensité de la tâche est à souligner, mobilisation de ressources financières, les savoirs muséaux, les technologies, l'organisation, et tout ça est important pour préserver et conserver le patrimoine du mouridisme, le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci beaucoup Ibrahim. Merci beaucoup Ibrahim. Je sais qu'une heure de temps ne t'aurait pas suffi. Tu es le patron du comité scientifique. Parce que je sais au combien tu es attaché au Wolofal Mouride. Absolument. Or, tu n'en as pas parlé et il te faudrait 3 heures de temps pour parler de Seigne Moussa Ka, Seigne Baye Diakhaté et autres. Donc, on va être... Oui. J'ai juste devant moi une thèse qui se prépare, dont la soutenance se prépare, d'un de mes étudiants qui s'appelle Parfait Diatta. Quel est le titre? Le califat de Touba entre tradition et modernité, histoire de la vie autonome de la confrérie des Mourides 1927-2007. Merci beaucoup Ibrahim. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, vous savez très bien que nous avons 4 grands Wolofalkat Mourides. Seigne Baye Diakhaté, Seigne Mor Kayré, Seigne Moussa Ka, Cheikh Samba Diarra Mbaye, qui ont produit énormément, et toute leur production entre dans le domaine du patrimoine mouride. Et on n'en a pas dit un mot, ce qui dit ô combien nous sommes serrés et que nous ne pourrons pas épuiser tous les sujets. Mais Serigne Chérif s'est attaché aussi les services d'un architecte de métier qui est disponible pour intervenir. Je vais vérifier avec la régie. Est-ce que Seigne Malik Mbow, architecte, est disponible tout de suite dans la minute qui suit? Seigne Malik, dans la minute qui suit, est-ce qu'il est disponible? Sinon, on donne à son Excellence. Régie, je ne vous entends pas. Régie. Allez, on va demander à son Excellence d'intervenir en tenant compte de ce... Merci. Bokk taalibe yi ñu déglu nag sunu ambassadeur bii def lu rëy ca suba ba léegi mi ngi ci wetu sëriñ bi soññeewul yàkkamtiwul te bari nay liggéey am lu ne ci kanamam waaye mu jël lépp delloo ko sëriñ Tuubaa ànd ak moom xam naa nag man fu ko Seex Muntaxa teg te muy sëriñ Tuubaa ak bu